Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert. Le nom d'Auschwitz frappe l'entendement. On ne peut embrasser ce lieu qu'avec un regard effacé, consterné et noir. Pas le noir du deuil, de la dignité et de la grandeur, pas même le noir insondable des gouffres. Non, le noir astronomique des infinis hors de portée. Peut-être l'outre noir de Pierre Soulages. L'hydre, le monstre, le mal est atteint mais ne se rend pas. Il ne doit jamais être sous-estimé. Soyons vigilants car la haine n'est pas une mauvaise herbe qui se développe n'importe où sans avoir besoin de soins. Pour qu'elle grandisse et reste forte, il lui faut d'abord un terreau propice où prendre racine. Ensuite, elle a constamment besoin d'être nourrie et entretenue. Quelle leçon à retenir d'une visite à Auschwitz aujourd'hui ? Est-il encore possible d'écrire après Auschwitz ? Pourquoi écrire après Auschwitz ? Sûrement par l'impératif mémoriel, mais surtout pour s'interroger sur l'éducation à donner à nos enfants et sur ce qu'il faut transmettre à ceux qui ne viendront jamais à Auschwitz. Mais comment l'écrire ? Ici, la démarche d'écriture est d'extirper poèmes, images, réflexions, constats et questionnements pour donner à voir et à penser autour de ce sujet meurtrier. Ici, il ne s'agit pas d'inspiration, on est au-delà. Pour l'artiste, il s'agit de quelque chose aux frontières de la généalogie et de la mystique, bien au-delà. Ce qui est difficile, ce n'est pas d'écrire de la poésie après Auschwitz, mais pour dire Auschwitz. Ici, écrire, c'est aussi pour les victimes qui ont besoin de poésie, même et surtout maintenant. Car l'oubli n'a pas le droit de combler le poids effrayant du vide. Les poèmes de Martine Biard sont comme des pétales de fleurs livrés à l'éphémère pour soulager et adoucir les cicatrices. Dans son ouvrage « Les sourires de l'intime » paru en 2021 aux éditions Edilivre, sa poésie est une prière de promesse à l'humanité qui tente d'ouvrir les cœurs pour un avenir meilleur. Ce livre a obtenu le prix de la poésie 2022 au 16e Salon du Livre des Gourmets des Lettres, placé sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, et a également reçu la mention spéciale du prix international de poésie René Vivien. Bonjour Martine Biard. Bonjour Philippe Gilbert, bonjour à nos auditeurs de Radio Présence. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Radio Présence. Je salue également nos auditeurs. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on dire que vous êtes engagé poétiquement ? Oui. Politiquement, non. Mais poétiquement, oui. Parce que j'estime que le poète ne doit pas être dans une tour d'ivoire, que c'est finalement peut-être parce qu'il est un réceptacle, qu'il peut en lui-même ressentir des choses qui peut-être passeraient inaperçues ou seraient difficiles à exprimer par d'autres que lui, et que s'il a reçu ce don, c'est pour justement rendre compte de ce qu'il ressent. Et peut-être au-delà même être une parole qui donne du sens, là où on n'a plus de parole pour dire certaines réalités. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on a recours à la poésie dans des moments solennels. On lit des poèmes dans des mariages, on lit des poèmes à l'occasion d'obsèques, on lit quelquefois des extraits de poèmes aussi quand on commémore un événement. Donc je pense que la poésie a sa place dans ces temps-là, qui sont des temps forts, des temps où nous avons besoin de dire peut-être autrement ou sur d'autres plans ce que nous ressentons. Et si le poète peut véhiculer justement cette parole-là, eh bien c'est normal qu'il s'engage à le faire. D'accord. Donc c'est ce que nous allons voir effectivement
par rapport au sujet de votre livre dans quelques instants. Avant, si vous le permettez, j'aimerais que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. J'ai compris que vous étiez issu de deux mondes culturels, l'occitan et le catalan, c'est exact ? Oui, voilà. Même si aujourd'hui l'Occitanie en fait nous renvoie à la présence conjointe de ces deux langues qui émergent aux environs de l'an 1000 et qui font que de toute façon il y a une parenté, semble-t-il, linguistique entre les deux langues, sachant qu'en Occitanie nous avons plusieurs patois. Alors que la langue catalane s'est toujours revendiquée comme une langue sans trop de variations en fait, et que c'est une langue qui revendique aussi son existence puisque à certains moments de son histoire elle n'a pas pu être parlée selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Voilà. L'occitan en revanche reste une langue qui a toujours été accessible, sauf peut-être par les hussards de la République qui ont à un moment donné interdit qu'on parle occitan dans les cours de récréation en disant que c'était justement du patois et qu'on voulait privilégier une bonne compréhension de la langue française et donc on évacue justement tout le lexique qui était censé être encombrer finalement les cerveaux des élèves de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Alors, vous êtes, je dirais, presque polyvalente. Je ne sais pas si vous êtes écrivaine, poétesse, conférencière, professeure, historienne, ou tout ça à la fois. Tout ça à la fois, peut-être parce que justement l'écriture prend des chemins différents selon en fait le mode d'expression qui va être privilégié. On n'écrit pas une conférence comme on écrit un roman, on n'écrit pas un roman comme on écrit un poème. Et chaque fois, on est sur des niveaux peut-être de conscience qui sont différents. Et la recherche n'est pas la même non plus, elle ne s'appuie pas sur les mêmes données. Et est-ce que sur les sujets que vous abordez, on peut dégager, je dirais, un tronc ou des points communs ? Alors justement, l'engagement pour la paix, ça je crois que c'est quelque chose qui est fort, et qui me mobilise, oui. Et après, une éducation qui a fait que je privilégie aussi l'amour avec un grand A, et qui a à voir avec donc une éducation chrétienne, catholique, romaine. Alors je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. Tout d'abord, les corridors implacables, oui. Ouvrage qui a reçu la mention spéciale du prix international de poésie René Vivien en 2019. Oui. Et j'ai compris aussi que vous étiez délégué de l'Académie René Vivien. Pour l'Occitanie. Pour l'Occitanie. Oui. Alors, vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi consiste cette... Alors, René Vivien, c'est une poétesse de la fin du 19e siècle qui était en fait d'origine moitié anglaise, moitié américaine, mais qui a reçu toute une éducation à Paris. Elle aimait beaucoup Paris, au point que quand ensuite on la remet en pension à Londres, elle décide que dès qu'elle aura la majorité, elle repartira vivre en France. En réalité, sa véritable identité, c'était Pauline Tarn. C'était les grands magasins Tarn de la haute bourgeoisie londonienne, qui donc avait fait fortune comme ça, un peu comme chez nous avec le Bon Marché, la Samaritaine. Et elle était fille unique, orpheline de père. Elle va avoir une fortune très conséquente dès qu'elle a eu sa majorité, c'est-à-dire 21 ans. Et elle va en profiter pour non seulement habiter à Paris, mais également voyager beaucoup. C'est quelqu'un qui, à cette époque-là, va aller aux États-Unis, va aller en Turquie, va aller jusqu'au Japon avec sa mère. Enfin, c'est une femme qui avait un esprit d'aventure. Et puis,
En même temps, elle souffrait beaucoup de mélancolie, mais c'était dans l'air du temps. À la fin du 19e siècle, on est dans cette espèce d'état d'un peu de fin de siècle, justement. Et elle va se laisser prendre par la dépression et finalement, elle mourra à une trentaine d'années. Ce qui m'a amené à m'intéresser à Renée Vivien, c'est le fait que j'ai beaucoup travaillé sur les Troubaïrites. Les Troubaïrites, c'est les femmes troubadours qui sont une exception française, au sens où on se retrouve avec des femmes qui sont du Midi, des cours occitanes justement, qui sont d'origine noble et qui vont justement profiter du fait qu'elles se retrouvent seules à la tête de certaines propriétés pour se sortir un peu des cahiers de charges et des comptes et de la gestion des domaines pour avoir une écriture personnelle qui va aboutir justement à théâtraliser, à écrire des poèmes, à écrire des chansons, etc. Et elles vont s'apercevoir que elles répondent à quelque chose qui a déjà eu lieu 500 ans avant, à peu près, dans l'Antiquité, avec les poétesses grecques, dont la figure emblématique en Grèce était Sappho, avec le vers saphique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, m'intéressant aux Troubaïrites, je me suis aperçue que celle qui, à la fin du 19e siècle, va se réapproprier l'héritage des Troubaïrites et des poétesses grecques en les traduisant, c'est justement Renée Vivien. D'accord. Voilà. Et donc, il y a un prix qui a été créé un prix qui a été créé à la mort de Renée Vivien. Et ensuite... encore aujourd'hui, existe cette académie Renée Vivien. Et quand j'ai été primée donc, par cette académie, apparemment, ce que j'écrivais les a touchés et on m'a demandé si j'accepterais d'être déléguée pour l'Occitanie de cette académie. Alors, j'ai dit oui. Renée Vivien avait, en plus de son ouverture sur le monde, était une des premières à revendiquer son homosexualité dans une époque où c'était assez mal vu, ou en tout cas caché. Elle était un peu avant-gardiste. Un peu avant-gardiste, et en tout cas, elle acceptait de se dévoiler sous cet aspect-là. Elle revendiquait ça, un peu comme Oscar Wilde, si on veut, chez les hommes. Et elle, voilà. Et ça lui a permis de fréquenter aussi un certain milieu, bien sûr, et en particulier Nathalie Barney, qui ensuite a beaucoup fait pour que l'œuvre de Renée Vivien soit publiée, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'elle ait un tombeau au cimetière de Passy qui soit à la hauteur de son talent. Et c'est elle aussi qui a financé le prix Renée Vivien pendant longtemps, qui a été un prix d'ailleurs très important, puisque on a des femmes importantes qui ont été primées par le prix Renée Vivien. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on continue sur des ouvrages que vous avez publiés, entre autres, on ne va pas faire la liste exhaustive. Exil sous un tonnerre, Les sourires de l'intime en 2021 et Variations catalanes en 2022, sur lequel on reviendra peut-être à la fin de cette émission. Oui. Alors, en m'entendant tout à l'heure parler de Renée Vivien, il y a un autre aspect aussi, finalement, dans mon œuvre qui se dégage peut-être, c'est mon intérêt quand même, et en tout cas beaucoup d'ouvrages qui ont été consacrés aussi aux femmes et aux femmes artistes. Voilà. C'est ça ce qui caractérise, une des caractéristiques de votre œuvre. Alors, revenons aux sourires de l'intime. Mm-hmm. Alors, les sourires de l'intime, si on veut résumer de manière
très approximative. On dit qu'il s'agit de 12 poèmes. 12 poèmes avec des titres très évocateurs. Le compagnon des derniers jours, Kaddish des ombres claires, Étreinte à l'enfant séparé, je n'en cite pas plus. Donc, ce sont des poèmes. Avant finalement de dire et d'expliciter, peut-être que le mieux, ça serait que vous en lisiez un. Alors, on peut commencer, si vous voulez, par les sidérés. Alors, il faut recontextualiser quand même et savoir que je suis en train de parler, évidemment, de quelque chose qui se passe dans un camp de la mort, c'est-à-dire à Auschwitz. Ça s'appelle les sidérés. Parfois, dans la nuit, nous parviennent des voix informulées, des voix qui résonnent, ardentes et métalliques. C'est au centre de la nuit un gouffre qui existe et nous fuit. Des hommes sans lendemain, juste des bribes, des aspirations. Cela s'épanchera aussi au profond de la nuit avec un vacarme d'armes fantômes, d'années qui dérapent, de chiffres en bascule. Nos mains cherchent en vain un rien qui tienne la formule inaudible. L'appel nous reconstitue, nous redonne consistance visuelle. Ordre d'être ensemble. Si ce n'est pas la vie, c'est un rassemblement, une raison d'être là. Là, dans un cataclysme qui ne s'entend pas au-delà, qui vibre seulement. Autour de nous, la vie. En nous, la vie. Entre nous, glissent les paroles d'une entreprise de mort qui ouvre des portes dérisoires, et cela grince et tape, et toujours ferme et ouvre, mécanique féroce, avec des dents et des systèmes, holocauste en devenir, en extension, machine. Nous, si misérables en valeur d'inexistence, et parfois s'abattent non plus des fléaux, mais les forces en marche du vent, des éclairs et de la pluie. Présence qui cingle à tout jamais l'entreprise inutile. Nous lave du chagrin d'être nés d'une syncope hasardeuse, d'un jet de pierre. Dans la béance cruelle vient la neige, et c'est une caresse, un sourire de l'intime, une prière, parfois un chant, une poignée d'eau. Puis arrive l'aube d'encore un jour. Merci Martine Billard. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale. The trouble you seek to live as you dream, your frivolous life, you spin and you spin your lies where you thin, you twist and you writhe. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes en compagnie de Martine Billard pour son ouvrage Les sourires de l'intime, paru en 2021 aux éditions Edilivre. Martine Billard, vous venez de nous lire Les sidérés. Alors pour peut-être permettre à nos auditeurs de saisir peut-être la substance
de manière peut-être plus facile et plus complète. J'ai envie de vous poser cette première question. Comment est née l'idée de ce livre ? La poésie ne s'est pas imposée tout de suite. En fait, après avoir visité dans le cadre d'un voyage d'études le territoire très grand d'Auschwitz-Birkenau, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été d'en garder des traces sous la forme d'une espèce de reportage photographique. Parce qu'il y avait des lieux que je n'avais jamais imaginés existant ainsi. Ce qui fait que les photos, d'ailleurs, ne rendent pas forcément compte des images qu'on a d'habitude en tête quand on nous montre ce camp d'Auschwitz, ou le terminal du train d'Auschwitz, ou même des films dans lesquels on nous montre finalement la vie dans les camps de concentration. Et là, on est dans les ruines, on est à la lisière des camps, et ça ne veut pas dire qu'il ne s'y est rien passé ou que ces abords sont sans intérêt. Parce qu'on s'aperçoit en réalité que c'est souvent des prés qui ont l'air tout à fait innocents et qu'en réalité, dessous, c'est des fosses étagées sur plusieurs centaines de mètres et où les corps ont été entassés comme ça. Et au fur et à mesure, évidemment, on a mené des déportés condamnés à mort qui creusaient leur propre tombe après avoir enseveli d'autres personnes qui avaient été fusillées et qui seraient fusillées à leur tour, et ainsi de suite. Donc il y avait comme ça plusieurs strates. Donc il y a eu des mises à mort par centaines hors du camp de travail d'Auschwitz. Et par conséquent, c'est ces photos aussi que j'ai voulu introduire dans le livre et commenter. Ensuite, dans un deuxième temps, comme je suis historienne et également professeure et conférencière, je me suis dit que ça serait intéressant que je fasse une conférence sur Auschwitz, parce que ça permettrait à des personnes qui n'y sont jamais allées ou qui peut-être n'oseront jamais y aller ou ne pourront pas, de comprendre quand même à quel point ça a été un système et à quel point, évidemment, ça a été très efficace. Et c'est efficace parce qu'évidemment, il y avait un certain nombre de relais qui permettaient justement que tout soit de plus en plus exponentiel. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui était juive, qui est peintre, et qui a accepté de dialoguer avec moi, de se confier et peut-être de dire des choses ou de découvrir en elle des choses qu'elle n'avait jamais dites. Il s'agit d'Elisabeth Castoriano. Et Elisabeth Castoriano a accepté donc de se livrer. Le fait qu'elle le fasse l'a conduite évidemment à une énorme remise en question et aussi à s'exprimer à la fois par écrit et en même temps également par le dessin, puisqu'elle est peintre et dessinatrice. Et les dessins qui sont dans ce livre sont poignants et ne font pas qu'illustrer, je crois qu'ils remuent aussi nos entrailles. Et puis, il y a eu à ce moment-là, je crois, Dame Poésie qui a tapé à la porte en disant que peut-être elle avait quelque chose à dire aussi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait en moi, à la suite de ce voyage, tellement d'émotions, de ressentis, de questions, qu'il y avait place justement pour les exprimer avec ce langage-là. Alors, nous allons venir en détail en interrogeant précisément Dame Poésie. Et si vous le voulez bien, un petit peu auparavant, je souhaiterais que nous revenions sur le sujet du livre et les raisons
d'écrire un tel livre? Alors, vous évoquez les leçons à retenir de cette expérience, naturellement. L'éducation à donner à nos enfants, parce que vous avez une vision qui est de dire que ça dépend quand même de l'homme, ça dépend de l'éducation qu'on va donner à nos enfants, au-delà de nombreuses autres raisons. Et puis, ce souci, au-delà de la transmission, c'est de dire de transmettre à notre tour à ceux qui n'auront pas fait la démarche que vous avez faite. Parce que moi-même, j'ai eu très peur pendant longtemps de me rendre dans ces lieux. Et je dirais que même Elisabeth Castoriano, qui est juive, qui a perdu dans la Shoah 45 personnes de sa famille, n'a jamais voulu y mettre les pieds. et quand je lui ai fait part de ma décision de dire oui à cette proposition de voyage d'études du mémorial de la Shoah à Paris, elle m'a dit « Mais que vas-tu aller faire dans cet enfer ?» Parce que pour elle, c'est encore l'enfer. Voilà. Et je souhaitais écrire un livre, soit plus de 70 ans plus tard, en disant que ça avait été l'enfer, qu'aujourd'hui c'était autre chose parce que nous avons voulu que ce soit autre chose, et il y a des personnes qui se sont engagées et qui ont été suffisamment courageuses pour que ce soit autre chose et qu'aujourd'hui nous soyons libres et que nous puissions commémorer plutôt que de subir ou d'être exploités. Parmi ces personnes, j'ai tenu à saluer Monseigneur Saliège de Toulouse, qui a été parmi les rares évêques en France, et le premier en tout cas, à faire une lettre sans embâge, dans laquelle il incitait tous ses paroissiens et tous ses prêtres à considérer que les Juifs n'étaient pas des sujets de discrimination, mais bien des personnes à considérer à part entière et auxquelles nous avions tout intérêt, nous en tant que chrétiens, à porter secours au nom de l'humanité tout simplement et puis de nos convictions. D'accord. Et donc la dédicace de votre ouvrage est en faveur de Monseigneur Saliège d'ailleurs. Oui, je suis toulousaine, donc voilà, c'était une façon aussi de faire écho à cette histoire qui est très belle, hein, de l'engagement de Monseigneur Saliège. Malheureusement, il a fallu aussi que la dédicace soit en mémoire de Daniel Alary. Daniel Alary qui avait beaucoup aidé Elisabeth Castoriano dans ses recherches et dans sa mise en page. Et Daniel Alary nous a quittés à la suite d'un cancer du cerveau foudroyant en 2019, à peine un an avant la clôture de l'ouvrage. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est mentionnée. Et puis après, bien sûr, dans le livre, je fais aussi mention de Maximilien Kolbe et puis de Saint Jean-Paul II. Voilà, parce qu'on est quand même à Auschwitz, en Pologne, et par son exemple, Maximilien Kolbe a montré aussi l'étendue de son sacrifice. Et plus tard, Saint Jean-Paul II a montré aussi que ces lieux devaient être apaisés. Et il y a eu à Auschwitz vraiment une présence catholique très forte. On ne le sait pas, on n'en parle quasiment jamais, mais il y a des communautés religieuses qui prient en permanence et qui font des processions aussi régulièrement dans l'année. Et cela permet
dans cet espace qui a connu les pires abominations, de trouver aujourd'hui une paix, une douceur que l'on n'y attendrait pas. Alors, dans les raisons, c'est pas le mot juste, c'est les motivations profondes. Vous parlez de l'hydre qui est toujours là. Vous faites parler René Neher-Bernheim de l'histoire de la haine. Et je voudrais lire ce petit passage. La haine n'est pas une mauvaise herbe qui se développe n'importe où, ou sans avoir besoin de soins. Pour qu'elle grandisse et reste forte, il lui faut d'abord un terreau propice où prendre racine. Ensuite, elle a constamment besoin d'être nourrie et entretenue. Ça, c'était un message fort que vous vouliez faire passer. Oui. Oui, parce que si vous voulez, les gens n'ont que l'importance qu'on leur donne. Et il y a à un moment donné, selon les positionnements, des choix à faire de façon à ce que nous n'ouvrions pas la porte à nouveau à l'enfer sur terre. Un enfer qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la responsabilité de Dieu, puisqu'il a été systématisé, théorisé par les hommes eux-mêmes contre d'autres hommes. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'état de la planète aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes quand même... nous avons notre part de responsabilité, il faut l'assumer. Voilà. Alors, à côté de la haine, que l'on doit surveiller de très près, oui. Il y a aussi la neutralité, parce que la neutralité est dangereuse aussi. Et vous faites parler Elie Wiesel, qui dit « La neutralité aide les oppresseurs, jamais les victimes. Le silence encourage les persécuteurs, jamais les persécutés. » Ça aussi, c'est un point très très important. Oui, parce qu'on l'a vu par exemple au moment de certaines rafles. Je pense à celle du Veldiv par exemple, où on se rend compte que les gens ont vu passer les convois et je ne dis pas que ça ne les touchait pas, je ne dis pas qu'ils ont été indifférents, mais dans ces moments-là, il n'y a peut-être que c'était difficile aussi pour qu'il y ait vraiment des émeutes ou qu'il y ait des rassemblements qui soient une réponse à ces convois qui étaient de toute façon très bien organisés et à ces rafles. Mais il y a toujours moyen, même si sur le coup on ne peut pas agir, ensuite peut-être d'essayer de se rattraper ou de cheminer. Certes, mais c'est très difficile et c'est bien ce que vous ressentez si on en juge au titre de la musique que l'on a écoutée tout à l'heure. C'est-à-dire que l'histoire, quelque part, hélas, est souvent une répétition. Oui. D'ailleurs, le titre, c'est La Marée. C'est la marée, c'est-à-dire des forces qui, malheureusement, nous emportent, sont de toute façon plus fortes que nous et qui font que effectivement on est emporté. En même temps, ça peut être aussi des forces positives qui apportent quelque chose au lieu d'emporter quelque chose. Donc ça dépend aussi comment, je dirais, on appréhende notre raison d'être et de vivre ici, quoi. Voilà. Et c'est important aussi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que ce n'est pas pour moi de l'histoire ancienne. Il y a, au-delà de ces événements, des leçons à retenir et un chemin de vie qui doit prendre en compte tout ce qui nous a précédés pour que ça ne serve pas à rien, quoi. Voilà, pour que, effectivement, qu'il y ait eu une utilité à travers le temps
effectivement. Alors, Martine Biard, je vous propose de faire une seconde pause musicale et juste après, je vous demanderai de nous faire un autre petit cadeau. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Martine Biard pour son ouvrage Les sourires de l'intime. Maintenant, Martine, si vous pouvez nous faire le petit cadeau dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors c'est un extrait, simplement, parce que le temps passe. C'est un extrait d'un poème qui s'appelle « Le compagnon des derniers jours ». Je me suis beaucoup interrogée pour savoir comment on faisait dans un camp pour tenir encore le coup, pour que chaque matin encore on ait la force de vivre. Et je me suis dit que peut-être qu'il fallait être complètement abruti par la souffrance et les insuffisances ou les coups, ou alors au contraire avoir une intériorité dans laquelle on puise ce qui nous avait fait vibrer, ce qui nous avait fait aimer. Donc juste un extrait. L'empreinte à la main de satin caresse doucement les verts vallons, les décors allumés du sapin, l'éclat dispersé de la foudre laissé loin derrière l'histoire. Et puis, source dans la clairière, surgit le vent et le roucoulement des tourterelles, envolées de soie verte à l'épigraphe de ta fureur. Nos visages ne sont plus aussi beaux que tous les paysages, et nous coulons des jours de miel qui ont le goût du cuivre et l'insupportable musique des bottes qui avancent. En se réveillant, il déchirait les murs, puis entrait dans le camp, en aveugle. Merci beaucoup. Alors, revenons à la manière dont est structuré votre ouvrage. La partie centrale, ce sont les poèmes. Qui sont comme enchâssés, comme dans un écrin. Exactement, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Et ce que je tiens à préciser aux auditeurs, c'est que ces poèmes sont entourés de beaucoup de choses, et en particulier d'un prélude en images, qui est plutôt la partie rationnelle, analyse, témoignage, qui permet de bien sentir et de bien ressentir ces poèmes. Et il y a une postface d'Elisabeth Castoriano qui effectivement apporte un témoignage très fort, un ressenti vécu, ça, c'est clair, autour du non-dit, autour de l'impossible oubli, et qui amène son art de peintre. Oui, effectivement. Et donc, tout ça vient contribuer à la mise en valeur de ces textes dans une sorte de résonance. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très fort dans votre ouvrage. Et vous rajoutez, en plus, vous permettez de rajouter ce que vous appelez un mémorandum,
et une petite partie autobiographique d'Elisabeth Castoriano qui effectivement donne la dimension du ressenti, de l'aspect poignant et actualise. Et voilà, et de l'aspect complètement intériorisé et qui ne peut pas lâcher les gens qui ont connu ça. Alors, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le mémorandum ? Je pense que ça, c'est l'aspect... Ça, c'est... La dernière empreinte, c'est celle quand même de l'historienne. C'est-à-dire que, comme un peu un testament, quoi, comme un peu pour les générations qui viendront après nous, bon, le bilan de ce que c'est aujourd'hui encore, plus de 70 ans après, cette immense catastrophe humaine. Parce que, bon, on ne le rappellera jamais assez, mais c'était bien sûr les Juifs qui étaient censés être anéantis. Mais il y avait aussi tous les opposants au régime nazi dès 1933, et c'est pour eux d'abord qu'ont été faits les camps. Et toutes les personnes qui, de toute façon, ne correspondaient pas à une espèce d'idéal, si bien que les personnes âgées de plus que de 45 ans, les personnes invalides, les personnes handicapées, les enfants, les bébés, les homosexuels, les gitans, enfin tout le monde s'est retrouvé finalement dans la ligne de mire de cette entreprise destructrice de l'homme par l'homme. Et face à cette chose meurtrière, vous décidez d'opter pour la voie poétique. Alors, j'ai toujours dit que de toute façon, à l'absurde, à la violence, au côté satanique des choses, je ne répondais pas par la violence. Je réponds par la civilisation. Alors, et la poésie, pour moi, c'est probablement un des aspects les plus délicats de la civilisation. Ouais. Alors, c'est votre manière de répondre, et puis, en même temps, vous dites et vous affirmez, avec Elisabeth Castoriano, que c'est totalement pertinent. Et je voudrais lire une phrase que vous citez, et qui est une phrase de Théodore Adorno. Après Auschwitz, on ne peut plus faire de poésie. Mais il n'y a que des êtres comme Martine Biard pour nous soulager et adoucir nos cicatrices. Alors, au-delà du compliment que l'on vous fait, on voit bien ici la pertinence de la poésie. Son effet qui adoucit, qui pense, même longtemps après. Alors, si je suis arrivée à produire cet effet-là, je dirais, c'est qu'au-delà de moi, il y a sans doute quelque chose qui, justement, est passé. Un ange, une douceur, peut-être aussi, justement, ce ferment de civilisation qui fait que les uns les autres, nous pouvons nous regarder en face. Et tant mieux s'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert ou qui traînent encore un héritage rude et qui, à la lecture de ces poèmes, retrouvent une plénitude ou un sentiment de respect. Et il était temps. Il était temps. Et au-delà de ce constat, c'est dire, aujourd'hui, si longtemps après, vous dites, c'est Elisabeth Castoriano qui le dit aussi, 3 générations après, c'est bien trop tard pour pleurer. Que faire ? Oui, ça c'est moi qui le dis. Que faire ? D'autant que je ne suis pas juive. Donc la question aussi s'est posée en ces termes, c'est-à-dire qu'est-ce qui légitimait que je me sente investie
de dire quelque chose, alors que tant d'autres personnes qui avaient été au cœur de cette malédiction, je dirais, auraient pu être beaucoup plus légitimes que moi. Donc c'est aussi ça qui m'a posé problème à un moment donné. Je l'ai dit, je suis humblement une passante Alors, du grand souci. Vous répondez, vous donnez des pistes de réponse après ce que faire. Vous dites cuirasser l'émotion ou tenter de la libérer. Et là, on débouche sur le constat que pour tenter de la libérer, j'emploie la poésie. Mhm. Donc c'est là toute la force de votre ouvrage, effectivement, en disant ce que vous avez dit au début d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, beaucoup de thèses, beaucoup d'études sur le sujet, mais avec le recul et par rapport à ce que l'on peut faire pour être utile aux gens qui ont connu ça et aux gens qui ne sont plus là, voilà le moyen pertinent que je propose. Et qui ne va pas de soi, hein, parce que c'est une écriture qui a été quand même enfantée dans la douleur. Oui, alors Je ne vous cache pas que écrire de la poésie à partir de sujets pareils, ce n'est pas facile. J'avais déjà écrit un ouvrage qui s'appelait Guerre civile, j'avais déjà écrit un ouvrage qui s'appelait Exil sous un tonnerre, donc je m'étais déjà orientée vers des sujets qui n'étaient pas faciles de toute façon en poésie. Là, je crois que je suis allée le plus loin que je pouvais aller. Voilà. Et au-delà de ça, finalement, tout à l'heure, vous disiez que vous répondiez, votre réponse, c'était de l'ordre de la civilisation. Et vous dites carrément que dans votre ouvrage, au-delà de la poésie, c'est l'art qui est concerné. Vous dites l'art, c'est une capture de l'invisible qui demeure en nous au passage du réel. Et vous rajoutez, les formes et les couleurs, les mots pour un poème sont un partage au regard de l'autre, une offrande à la vie. L'art nous invite à la méditation d'un au-delà pour nous soumettre à notre fort intérieur. Il est le refuge de notre vigueur, mais est une riposte à la mort. Voilà. Et on pourrait dire à l'oubli. Et on pourrait dire effectivement à l'oubli. Parce qu'on aurait tellement vite fait d'effacer les traces. Exactement. Vous dites que ça a été très difficile. J'ai beaucoup aimé la préface de Tal Brutmann qui dit Martine Briard n'a pas cherché l'inspiration. Elle n'a pas... il n'est pas utile d'utiliser le mot inspirer, mais le mot extirper. C'est tout à fait ce que vous venez de dire. Oui, hein? oui, parce que quand même, j'ai parlé du traumatisme pendant 1 an. J'ai parlé des nuits blanches qui équivalaient à des marches blanches. J'ai parlé de la difficulté de trouver comment dire, la parole juste, d'être la plus authentique possible. Mais il faut plonger vraiment profond en soi et en même temps s'ouvrir à ce qu'a dû être cette douleur immense, quasiment inhumaine. Donc, effectivement, il fallait trouver le médium. Et le médium, ça a été une photo. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Une photo particulièrement, là aussi, pour le coup, inspirante, révélatrice. J'ai même dit c'est la muse, parce que dans l'image de cette jeune femme en train de boire un verre qui est sur une photo contenue dans les objets personnels des personnes qui étaient déportées et qui arrivaient à Auschwitz, et qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition que j'ai pu voir. Et cette femme souriante avait l'air elle aussi de chercher justement quelqu'un qui
qui enfin peut-être la regarde au-delà du temps et lui redonne vie. Et cette femme était tellement éblouissante dans sa... Elle était tellement radieuse que je me suis dit, cette photo, j'aurais pu l'avoir dans mon sac à main. Ça aurait pu être ma sœur, ma mère, une amie. Elle était intemporelle, en fait. Et c'est devenu votre muse. D'une certaine façon, oui, parce que ça a redonné une humanité, un lien avec quelque chose qu'il était enfin possible de raccorder au milieu de tant de personnes qui ont été déportées, battues, malmenées et qui ont disparu dans les chambres à gaz et les fours. Et c'est ça qui a donné le titre de l'ouvrage. Quelque part, vous l'expliquez. Non, ça c'est encore autre chose. Alors, les sourires, au départ, ça s'appelait Kaddish des ombres claires, oui. Parce que l'ombre claire, c'était cette photo de femme. Et les sourires de l'intime, c'est parce que j'avais lu un certain nombre de livres de spiritualité et à un moment donné, il était question, si vous voulez, qu'à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui était incompressible, qu'il était impossible de détruire, comme une espèce d'autel sacramentel, et ce qui faisait notre force et notre individu et notre essence. Et cette force-là, c'était comme un tabernacle, et c'était le sourire de Dieu en nous. D'accord. Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle les sourires de l'intime. C'est-à-dire, au final, c'est ça qui tient, en fait. Tout à fait. Le sourire de Dieu en nous. Martine Biard, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous aurions pu parler de variations catalanes. Je pense que le temps va être très court. Si vous nous en dites 2 mots pour conclure, s'il vous plaît. Alors, variation catalane, c'est tout simplement parce que dans ma famille paternelle, c'est une famille catalane. Et en 2017, quand il y a eu les événements en Barcelone, en Catalogne espagnole, donc, beaucoup de personnes se sont tournées vers moi en tant qu'historienne, parce qu'ils me connaissaient, et m'ont demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas, en gros, explique-nous, parce que qu'est-ce qui leur prend aux Catalans, qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Et là, la réponse n'a pas été non plus rapide. Il a fallu plusieurs conférences pour arriver à peut-être un peu dégager l'événementiel, justement, ne pas le prendre sous une forme journalistique, ne pas le prendre dans tout ce qu'il pouvait avoir de brûlant. Et petit à petit, on retrouve comme ça un chemin, une cohérence, un sens, pour expliquer finalement le positionnement des Catalans et leur lien avec l'histoire française, justement. Donc, nous recommandons aussi à nos auditeurs cet ouvrage qui vient de paraître, Variations catalanes. Mille merci Martine Biard pour ce livre Les sourires de l'intime et pour votre visite à Radio Présence. Merci à vous de m'avoir reçu. Et nous remercions pareillement de leur attention de nos auditeurs. Au revoir à tous.